Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. C'est quoi une manifestation ? Je crois qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on entende la colère qui s'est manifestée, la frustration qu'elle exprime aussi. Je vous écoute. C'est une honte ! Révolte ! Ah d'accord. Une manifestation, c'est des personnes qui défilent dans la rue. Je crois qu'aujourd'hui, on ferait une grave erreur si on ignorait. Je gueule, je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil. Les manifestants clament des slogans. Il demande bien quelque chose, non ? Vous voulez quoi ? On sait pas, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'on en a plein le cul. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes surtout le 10 septembre. Alors le 10 septembre, d'abord, on va voir ce qui va se passer. Je donne juste ma petite expérience personnelle de Parisien qui est venu de son domicile à Sud Radio à Boulogne. Jamais ça n'a circulé avec une telle souplesse. Alors, dans mon quartier dont j'habite, allez, c'est pas pour parler de moi, j'habite le quartier de l'Opéra, j'arrive à Boulogne, vous pouvez pas savoir, on avait l'impression d'être dimanche 15 août, voilà. Alors, on sait, et heureusement, nous avons avec nous Benjamin Cauchy et Nicolas Vidal, on va en parler, et ça se passe autrement. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est, et on va en parler avec nos deux interlocuteurs, comment dans cette particulière circonstance de ce 10 septembre, on a commencé à assigner à résidence et à donner des étiquettes à ce qui allait se passer 10 jours avant. C'est comme si, écoutez, c'était pas la peine de faire cet événement, puisqu'on savait déjà comment ça allait se passer. Nous sommes midi, ça a commencé depuis le matin, on va en parler, donc avec Benjamin Cauchy et Nicolas Vidal, mais nous allons aussi parler de ce député qui avait mis horreur et putréfaction, un drapeau français à la fenêtre de son bureau de l'Assemblée nationale. Un drapeau français à l'Assemblée nationale française. Alors, mais c'est vrai que c'est un scandale sulfureux qui méritait au moins l'exil à Cayenne. Bon, il a pu la remettre, on va savoir. Et puis, celle sans qui on ne ferait jamais d'émission, Sandrine Rousseau, vous savez qu'elle devait quitter X, eh bien elle est retournée à X pour dire son amour de X, je parle de Twitter bien sûr, toujours très intéressant, le coût environnemental de vos vêtements, oui, vous allez vous habiller beaucoup plus cher, pourquoi ? Pour sauver la planète, et c'est tellement important. Et enfin, en seconde partie de l'émission, écoutez, on va faire des sciences humaines. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Oui, on va parler du numéro spécial de sciences humaines sur psychologie de la connerie. Vous allez voir, ils ont fait un numéro absolument passionnant, contestable, mais passionnant. Qu'est-ce que c'est que la connerie ? Y a-t-il un gène de la connerie ? Qu'on conne, quelle différence ? Donald Trump, etc., etc. Donc, on va parler de conneries pendant de 13 à 14 heures. Cela dit, on pourrait parler de conneries tout le temps, comme vous le savez. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Oui, nous nous sommes préparés ici. Vous savez, ça fait 10 jours qu'on dit que c'est l'insurrection qui commence. Et je vous dirai, les manifestations, oui. La chienlit, non. Comme me disait un certain général, il y a un peu plus de 50 ans maintenant. Non, soyons sérieux. Le 10 septembre. Alors, le 10 septembre... Vous avez au jour le jour, on vous parle des rassemblements, de certaines manifestations, de poubelles qui brûlent, de lycées attaqués, de ça et là, il y a quelque chose qui se passe et on va en parler vraiment longuement avec Benjamin Cauchy. Bonjour Benjamin Cauchy. Bonjour André, bonjour à tous vos auditeurs. Bonjour, vous êtes entrepreneur, vous êtes président du cabinet Archimède, et je rappelle que vous êtes ancien porte-parole des Gilets jaunes, et évidemment on va en parler des Gilets jaunes. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour André Berkov. Bonjour, toujours aussi le plaisir de vous recevoir. Vous êtes fondateur et animateur de l'excellent plateforme Putsch Média. Et effectivement, alors je voudrais juste commencer par vous, Nicolas Vidal. Vous êtes dans un café, je crois, de Montpellier. Oui. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Qu'est-ce que vous avez vu depuis ce matin ? Oui, André Berkov, ce matin j'étais sur un point de rassemblement à Nîmes, notamment hier soir sur une AG, parce que vous savez, le terrain est important pour se rendre compte de ce qui se passe, ça change un peu des plateaux mainstream, et ce matin je suis allé à ce rassemblement à Nîmes, avec un regroupement, je dois vous le dire, très hétéroclite. Très hétéroclite, pourquoi ? Parce qu'il y avait des gilets jaunes, il y avait des étudiants, il y avait des retraités, il y avait quelques militants syndicalistes, quelques personnes de l'extrême gauche, mais concrètement c'était assez hétéroclite et c'est assez en différence avec ce qui se
passe dans les grandes villes et où maintenant j'ai fait le long trajet, André Berkoff, entre Nîmes et Montpellier, où il y a 22 minutes de route. Oui. Et bien sûr, la manifestation ici a changé de bord, j'ai envie de vous dire. Ici, c'est plutôt gauche, extrême gauche. Je l'ai vu ce matin en arrivant sur la place de la Comédie, et on voit bien que peut-être qu'il y a à faire une différence aussi entre la ruralité, les villes moyennes et les mobilisations. Tout à fait. Ça. Voilà, on va voilà où on en est aujourd'hui. Oui. Ouais. Alors, ce que vous avez vu juste hier à Nîmes et aujourd'hui à Toulouse, est-ce qu'il y a beaucoup de monde ou pas? Très franchement. Alors très franchement, je vais être très clair avec vous. Hier soir à Nîmes, il y avait 80 personnes. Ce matin, il y avait une petite centaine qui se sont regroupées. Et aujourd'hui à Montpellier, il y a beaucoup plus de monde, effectivement. Il y a plusieurs milliers de personnes qui se sont regroupées place de la Comédie. Il y a énormément de CRS, un gros service d'ordre, vous le savez, avec des canons en haut. Donc on craint des débordements, bien entendu, puisque là, on est carrément sur une manifestation, un rassemblement beaucoup plus politisé. Je pense que ça va être l'objet de l'émission là-dessus, c'est-à-dire à quel moment il y a le côté des Français en colère, et à quel moment l'extrême gauche et la gauche reprennent bien entendu la mobilisation à leur compte. Très exactement. C'est une question fondamentale qui, à mon avis, va animer nos prochaines heures et nos prochains jours, et même nos prochains mois, André Berkoff, sincèrement. Voilà, oui, complètement. Donc là-dessus, je crois qu'il y a différentes expressions de ces manifestations-là. Et après, la question que je me pose, moi, et je pense qu'on est légitimement tous en train de se poser, c'est à quel moment les Français en colère qui n'en peuvent plus, parce que moi j'ai eu des discussions hier soir avec des Français, des citoyens, qui me disaient en fait, on ne peut plus bouffer, on ne s'en sort plus. Voilà la revendication. Et ce qui me paraît, si vous me permettez, André Berkoff, de le dire, comme j'ai beaucoup travaillé sur les Gilets jaunes, j'ai beaucoup suivi les Gilets jaunes. Aujourd'hui, pendant les Gilets jaunes, il y avait une volonté, et Benjamin Cauchy nous le dira, on verra si on est d'accord là-dessus, mais il y avait la justice fiscale, vous voyez, où il y avait la taxe diesel, mais c'était pas que la taxe diesel. Il y avait un problème de dignité aussi, il y avait un mépris de classe qui est ressorti énormément des ronds-points, et il y avait une aversion manifeste pour Macron. Mais aujourd'hui, André Berkoff, ce qui me semble absolument clair, et on le voit d'ailleurs dans les plateaux et on le voit dans les discussions, aujourd'hui c'est un dégagisme tout azimut de la LFI au RN. C'est-à-dire que la désespérance populaire et le mépris que la classe politique affiche pour la majorité des Français en n'écoutant pas manifestement ni les élections, ni les décisions, ni les changements de majorité. Aujourd'hui, il y a un dégagisme qui est là. Je pense que tous les députés n'ont pas bien compris que ce dégagisme-là, il est en train de se sédimenter. Quoi qu'il se passe à l'occasion de cette journée, je pense que ça va être quelque chose à suivre de très près, ce fameux dégagisme tout azimut. Et ce dégagisme n'est pas nouveau, et vous le savez, Nicolas Dividal, il date déjà d'il y a quelques années. Et justement, vous avez parlé des Gilets jaunes, et vous avez raison d'en parler. Benjamin Cauchy, pas du tout pour amener simplement vos Gilets jaunes, mais vous étiez un des anciens porte-parole de la première heure des Gilets jaunes. Si vous aviez, en dehors, la journée n'est pas finie, nous sommes à un peu plus de midi, mais au-delà de ça, Benjamin Cauchy, s'il y avait à tracer, je ne dirais pas des parallèles, mais la situation qui prévalait en 2018, nous sommes 7 ans plus tard, un septennat. Qu'est-ce qui pour vous peut se ressembler, un peu être similaire, ou qu'est-ce qui a changé peut-être fondamentalement ? Bonsoir, bonjour André. Et moi, ce qui m'interpelle le plus et qui me fait penser que les Gilets jaunes sont fait voler leur mouvement de la même manière que le mouvement du 10 septembre est en train de se faire voler. Le 17 novembre 2018, c'était la France qui casque qui était dans la rue. En juillet 2025, c'est la France qui casque qui était en train de se plaindre. Et finalement, dans les semaines qui ont suivi les Gilets jaunes, comme aujourd'hui le 10 septembre, c'est la France qui casse. C'est la France qui casque contre la France qui casse. Et malheureusement, ce mouvement est en train de se faire phagocyter par l'extrême gauche qui n'est autre que l'idiot utile du système. Voilà le point de comparaison que je pourrais vous faire. Ça, c'est sur la forme. Mais sur le fond, soyons clairs, effectivement, en l'espace de 8 ans, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées. Nicolas disait à juste titre que les Gilets jaunes, initialement, c'était un ras-le-bol fiscal contre la taxe carbone qui devait arriver sur le carburant. Je vous rappelle que les gens sont sortis dans la rue parce que le litre de diesel était à 1,48 €. Tout à fait. 1,48 €, d'accord. On est monté jusqu'à 2 € et quelques centimes il y a encore un an et demi. Ouais. Donc, les gens sont sortis parce qu'ils étaient écrasés par la fiscalité. Et du coup, il y a une part de la taxe d'habitation qui a été supprimée. Le bilan des Gilets jaunes sur les 17 milliards que ça a coûté, entre guillemets, à l'État, c'est 10 milliards de baisse d'impôts
qui ont pu être générés. Et pour moi, ce mouvement du 10 septembre, c'était un ras-le-bol fiscal qui s'annonçait de nouveau dans la rue. Et aujourd'hui, l'extrême gauche, dans une volonté tacticienne et comment dirais-je, malveillante, eh bien, cherche à récupérer le mouvement dans l'objectif de prochaines élections, mais certainement pas pour répondre aux problèmes de fond de la France, c'est-à-dire nous sommes écrasés par les charges, nous sommes écrasés par la dette, nous sommes écrasés par la fiscalité. Si les petits salaires avaient moins de charges sur leur salaire, ils pourraient mieux consommer. Et l'idée, ce n'est pas que l'État donne plus, mais que l'État fasse le moins de choses possible et que les Français puissent se débrouiller par eux-mêmes. Grosso modo, c'est pas bloquons tout qu'il fallait penser, c'est débloquons tout. Oui, et que l'État dépense moins, parce que la manière dont il dépense, et on le sait, est absolument dingue. Mais ce qui est frappant, et c'est la question que je vous pose à vous deux, Nicolas Vidal et Benjamin Cauchy, c'est que moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est que 10 jours avant, on commençait, et c'est là où le narratif veut absolument l'emporter sur le réel, et vous savez que c'est valable pour du Covid à la guerre en Russie-Ukraine, en passant par le climat et autres, on ne veut plus de réel, en tout cas le pouvoir, tous les pouvoirs ne veulent plus de réel, mais ils veulent imposer leur narratif sur le réel. Donc, vous avez très très bien dit que, effectivement, les Français, enfin en tout cas une bonne partie des Français, pas tous, il y en a qui très bien, qui sont contents, qui sont heureux, et tant mieux pour eux. Mais il y en a qui ne sont pas contents du tout, pour les raisons que vous avez énumérées, et beaucoup d'autres, peut-être, ils savent plus où ils habitent, ils savent plus où ils sont, que ce soit la sécurité, autre chose, et puis surtout l'économie. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque fois qu'il se passe aujourd'hui une manifestation, sauf les émeutes, ça c'est encore autre chose, eh ben on dit, ça y est, c'est récupéré, et effectivement, par l'extrême gauche, ou par un certain nombre de gens qui viennent, et on ne voit plus que les casseurs. Et est-ce que, au fond, est-ce qu'on n'arrive pas à un moment donné, j'exagère à peine, on dira mais c'est plus à peine de manifester, puisque de toute façon il n'y a plus que les casseurs, donc restez chez vous, mettez-vous en télétravail, et tout ira bien. Benjamin Cauchy. Oui, vous avez en partie raison. Vous avez en partie raison. Effectivement, aujourd'hui, dans un gouvernement qui est entre guillemets, enfin qui même pas entre guillemets, qui est démissionnaire, un nouveau Premier ministre, le seul symbole d'autorité que peut aujourd'hui incarner nos gouvernants, c'est celui de l'ordre. Et on sait très bien que les Français aspirent à plus d'ordre et de sécurité. Donc c'est un dénominateur commun qui est plus important que celle du mécontentement. Donc c'est un narratif qui répond entre guillemets à un besoin de sécurité et d'ordre. Donc soyons limpides là-dessus. Finalement, nos gouvernants nous donnent ce que nous souhaitons, à savoir plus d'ordre et plus de sécurité. Je peux vous assurer qu'avec 80 000 forces de l'ordre dans la rue aujourd'hui, il y aura moins de cambriolage, il y aura moins d'agressions. Je peux vous assurer que ça va fonctionner. Donc il y a une réponse finalement à ce que les Français veulent. Mais encore une fois, pour moi, le problème de fond, c'est que ces modes d'action desservent finalement la cause. Aujourd'hui, les Français ne se retrouvent plus dans la classe politique. C'est ce que disait Nicolas. En 2018, au moment des Gilets jaunes, les Français appelaient au secours à leurs élus et leur disaient s'il vous plaît, écoutez-nous. C'est pour ça. Voyez-nous. Avec aujourd'hui, ils ne pensent même pas à les appeler. Ils leur disent, partez. Ils leur disent partez soit par de la violence dans la rue, ou leur disent partez en se désintéressant complètement de ce qui se passe. Et ça, pour le coup, c'est pas le radio bistrot, mais je peux vous assurer que les gens, quelle que soit leur classe sociale, leurs revenus, sont désabusés, résignés, et entre guillemets, attendent finalement sans doute le départ du président de la République, mais en attendant, ils se moquent complètement des boutiqueries partisanes. Alors justement, Nicolas Vidal, d'abord, effectivement, on dit 80 000, effectivement avec 80 000 comme autant des Jeux Olympiques, mais est-ce que ce n'est pas le cuirassé, ce n'est pas le système Potemkin, là, le village Potemkin? Effectivement, pendant 15 jours, c'était formidable, Paris était paisible, bon, sauf qu'on ne pourra pas mobiliser en permanence 80 000 policiers aujourd'hui, demain et après-demain. Nicolas Vidal, cette espèce justement, cette espèce de rage contenue, cette espèce de rage, mais aussi de résignation, parce qu'on dit qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver par une espèce de, vous savez, de retrouver ce que disait, on l'a souvent cité, mais recitons-le, Bertolt Brecht, le dramaturge allemand, quand il disait que le peuple maugréait contre le gouvernement excédé décide de changer de peuple. Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on en est non pas à la dissolution de l'Assemblée nationale, mais à la tentative de dissolution du peuple? Nicolas Vidal.
Bien sûr, bien sûr. Quand le retour du peuple est là, bien entendu, quand vous y opposez le mépris populaire et le mépris de classe, parce qu'il y a cette idée aussi, bien entendu, c'est absolument impossible. Et puis regardez, André Berkoff, qu'a fait Emmanuel Macron hier soir? Il a nommé Sébastien Lecornu. C'est un doigt d'honneur, un bras d'honneur au peuple français en ne voulant pas changer notre système. Donc finalement, depuis 2005, et je fais rapidement le parallèle, depuis 2005, je répète aux nos auditeurs, c'était le référendum sur le traité constitutionnel. Ils n'ont pas... Européen, exactement. Européen, vous avez raison. La classe politique, main dans la main, droite et gauche, en 2008, sous Sarkozy, au Congrès de Versailles, est revenu sur la décision souveraine du peuple. Donc depuis ce temps-là, depuis cette époque-là, il y a manifestement une classe politique qu'on pourrait appeler presque une caste politique qui a délibérément décidé de manœuvrer, de diriger contre le peuple et contre ses intérêts. Et je reprends le mot de Benjamin Cauchy, c'est un côté boutiquier aujourd'hui, et on le voit encore plus. Moi, je suis effaré, André Berkoff, de voir les plateaux télé depuis 3 jours. On est véritablement dans des luttes de pouvoir, on est dans des luttes de poste, chacun s'invective sur les plateaux, chacun s'accuse de trahison, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce dégagisme, il est meurtrier pour le pays dans lequel nous sommes, et nous arrivons, et je le dis, mais très sereinement et très gravement, j'ai envie de vous dire, notre système politique est arrivé à un niveau de mort cérébrale, de véritable mort cérébrale, parce qu'une grande partie de la population ne croit pas à ça. Et c'est-à-dire, et ça se transcrit par quoi aussi? Regardez les critiques tout à fait légitimes et fondées qui sont posées sur les privilèges des élus. D'ailleurs, je note que l'ancien Premier ministre François Bayrou avait commencé à poser la question d'aller regarder les indemnités ou les privilèges indus des ministres. Je rappelle qu'il a rapidement oublié cette idée et que nos chers députés aussi ont rapidement balayé ça sous le tapis. Et donc aujourd'hui, ce qui arrive aussi, c'est que la première étage de la fusée, alors c'est les mobilisations, c'est le désarroi, mais c'est aussi la fin du consentement à l'impôt, parce que cette question aujourd'hui d'impôt confiscatoire, de taxes confiscatoires, la fin du consentement à l'impôt, ce n'est ni plus ni moins que la fin de la démocratie, parce que ça constitue notre contrat social. Et à un moment donné, quand ces gens vont continuer à pousser le curseur, ce qu'on appelle cranter finalement, en essayant par des jeux de boutique politiques pour essayer de rentrer au gouvernement, parce que c'est le cas, les Français, le précipice, c'est vraiment est de plus en plus grand, de plus en plus profond. Et vous avez bien entendu des gens, comme on l'a dit avec Benjamin Cauchy sur les manifestations, récupérés par l'extrême gauche, mais ça n'enlève pas qu'à un moment donné, vous avez une ferveur, une colère populaire qui est absolument incontrôlable. On le voit d'ailleurs avec, vous avez vu avec ces appels à ne plus utiliser la carte bleue, à retirer son argent des banques. Et donc on se rend compte que manifestement, même s'il y a sur le terrain, dans la rue, cornaqué, phagocyté par l'extrême gauche, on se rend compte tout de même qu'il y a une partie de la population qui est complètement accablée, concassée par une politique néolibérale qui est en train de nous tuer, littéralement. Et par contre, les gens essaient de voter leur pied. Le problème, c'est que ce système ne peut pas tenir. Imaginez, par exemple, faisons de la politique fiction à 48 heures. Imaginons que l'agence Fitch nous classe en single A. Dévalue la note de la France, de A à prix à A. Oui. Voilà. Ce que j'appelle les autruches et fugitifs de ce pays, je pense qu'à un moment donné, la claque économique va être tellement énorme qu'ils vont être contraints à un moment donné de se mobiliser pour ne pas mourir. Et nous nous retrouvons dans une situation complètement dingue, dans le sens où il y a une fracture. C'est la sécession des élites de Christophe Erlache. C'est une véritable sécession des élites dans laquelle aujourd'hui tout l'arc politique des partis qui sont à l'Assemblée, soyons précis, les partis qui sont à l'Assemblée et au Sénat, manifestement, sont absolument décriés par une partie de la population, et on voit bien qu'on sent une impuissance. Et pourquoi on sent une impuissance aussi? Je finis là-dessus très vite, très vite. Qu'est-ce qui est la grande muette, la grande omerta de notre situation? C'est qu'il n'est jamais question de mondialisation, il n'est jamais question d'Union européenne, il n'est jamais question de rien. Regardez un seul plateau, je défie quiconque aujourd'hui de me donner une intervention d'un député LFI, un député RN, passant par l'arc républicain, je sais pas trop ce que c'est, mais apparemment le bloc central qu'on voyait, de mettre en avant à un moment donné la mondialisation et le déclassement de la France, à cause de l'Union européenne. Parce que finalement, nous vivons une mascarade démocratique dans laquelle nos hommes politiques ne sont que les mauvais acteurs d'une théâtre de boulevard. Et d'ailleurs, dans la scène, il n'y a absolument plus personne. Voilà. Mais Nicolas Vidal, c'est vrai. Mais le problème aujourd'hui, je vais vous dire, on n'est plus chez Christophe Erlache. On n'est plus dans... Le problème, c'est la sécession du peuple. Ce n'est plus la sécession des élites. Les élites, il y a longtemps, qui sont partis sans laisser d'adresse. Laissez le peuple. Et que va donner le peuple? Est-ce qu'il va s'enfermer dans une espèce de passivité qui peut-être à un moment donné va exploser, mais comment? On n'en sait rien, on va pas jouer le marque de café. Restez avec nous, Benjamin Cauchy, on vous donne la parole tout de suite après cette petite pause. Restez avec nous, parce que c'est effectivement vital, et c'est très important pour ce qui va se passer. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Comme. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h.
André Berkoff. Et pendant qu'à la gare du Nord, on se combat entre manifestants et CRS, il y a la passation des pouvoirs, Matignon, très 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 important, puisque Sébastien Lecornu va succéder à François Bayrou, c'est en ce moment même, et Benjamin Cauchy, ça va tout changer, ça. C'est évident. Oui, forcément. Oui, forcément. Demain, tout va aller mieux. L'herbe sera plus verte et on va raser gratis. Non, plus sérieusement, je ne pense pas que ce changement de gouvernement va changer quoi que ce soit. Et si on peut faire un parallèle avec l'événement du jour et la résignation qu'expriment les Français finalement en n'allant pas voter, il y a un Français sur 2 qui ne vont plus voter. Il y a une grande majorité des Français qui ne croient plus en la classe politique. J'ai envie de porter une proposition aujourd'hui, André, et puis essayer d'avancer un petit peu et de se dire que, à défaut de voter pour des hommes et des femmes, je pense que les Français ont besoin de voter et de s'exprimer pour des idées. Et je crois que, à force d'utiliser les élections législatives comme des exutoires démocratiques, des exutoires de colère et des soi-disant respirations démocratiques qui ne font finalement que remettre les mêmes équilibres, cette France des 3 tiers, un tiers de gauche, un tiers central et un tiers de droite, de droite nationale, on va dire. Je crois qu'on ne résout pas le problème et que pour autant, il y a une majorité de Français qui s'accordent sur des sujets pour plus de sécurité, pour moins d'assistanat, pour moins d'immigration. Il y a des sujets qui sont aujourd'hui capables de rassembler plus de 60, 65, 70% des Français et que c'est peut-être une idée qu'on peut émettre, que notre nouveau Premier ministre, s'il veut peut-être changer la donne et peut-être prendre de court tous ces partis politiques qui sont dans des calculs politiciens pour les prochaines municipales, pour les prochaines législatives, la prochaine présidentielle, c'est de rendre la parole aux Français sur des sujets référendaires. Voilà la solution. Oui, c'est le fameux référendum d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne, c'est vrai, mais enfin, c'est une idée qui, hélas, marche bien en Suisse, mais en France, depuis 2005, et Nicolas l'a dit, on ne veut plus parler de référendum, 2005, attendez, c'est un cauchemar, vous n'allez pas nous refaire ça. Mais Nicolas Vidal, justement, au fond, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on voit une situation bloquée, vous l'avez dit. Alors, justement, et Benjamin Cauchy, vous avez bien dit, le problème n'est pas de bloquer, le problème est de débloquer, justement. Mais, au fond, on a l'impression d'assister à une espèce de théâtre d'ombre, et hélas, qui fait des dégâts, et qui en fait des dégâts. Donc, Nicolas Vidal, au fond, quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui? Elle existe ou elle n'existe pas? Ou il faut attendre, Justin, ce qui va se passer à l'extérieur, en Europe et ailleurs actuellement, avec les bruits de bottes du côté de la Pologne et ailleurs? Il est question de pas que mort s'en suive, on est d'accord. Et puis on vit sur un régime parlementaire, donc on est censé avoir des partis d'opposition, concrètement, qui auraient dû à un moment donné bloquer Emmanuel Macron dans sa direction du pouvoir, bloquer Emmanuel Macron en ayant nommé Michel Barnier, vous savez, Michel Troïka Barnier, le rédacteur du groupe Amato, bloquer notamment François Bayrou, et là aujourd'hui avoir Sébastien Lecornu. La réalité aujourd'hui, c'est que notre système est bloqué puisque nous avons un régime parlementaire et des parlementaires qui sont affiliés à des partis, André. Des partis, donc vous voyez bien qu'à un moment donné, les députés répondent à des logiques de parti, et la logique de parti est très simple. La logique de parti, c'est attendre de prochaines élections législatives et attendre la présidentielle 2027. Donc quand vous avez une divergence d'intérêts, une divergence d'objectifs entre des partis, des députés qui votent en fonction des desiderata du parti, des bureaux nationaux, que ce soit de la LFI ou RN, et bien concrètement, dans ce régime-là, que peuvent faire les Français? Et puis on le rappelle, on l'a rappelé tout au long de cette émission, vous avez eu les Gilets jaunes, il y a eu les bonnets rouges, c'est bien plus vieux, vous avez eu la réforme des retraites, vous avez eu les agriculteurs après 2 reprises, et bien vous voyez bien que finalement la classe politique a défendu ça sur les plateaux télé, tout ça est très bien, mais la réalité, quand il s'agit d'appuyer sur un bouton rouge ou un bouton vert, on appuie souvent sur le bouton qui est recommandé par le Bureau national, et c'est souvent c'est pas l'intérêt finalement du peuple français, et c'est en ce sens qu'aujourd'hui cette séparation entre les députés et le peuple français, qui sont censés être nos représentants, enfin j'essaie d'enfoncer des portes ouvertes, je dis des trucs peut-être de dingue, mon cher André Berkoff, mais manifestement ce sont des gens qui sont censés à s'opposer, et quand vous avez des gens finalement qui laissent passer, parce que on peut me dire oui, la LFI a posé la motion de destitution, le RN a posé une motion de censure, mais la réalité c'est que tous ces gens savent très bien que le camp d'en face ne votera pas ce genre de motion, ils la voteront quand vraiment la situation sera terrible, et finalement c'est un jeu de dupes, avec des gens qui se tirent du col, qui se poussent sur les plateaux télé ou les matinales radio pour nous expliquer que la solution
ils l'ont, mais la réalité, c'est que cette classe politique, ça fait 30 ans qu'elle nous amène dans le mur, et je le répète au risque de paraître un peu lourdingue, c'est-à-dire que la question de l'Union européenne, qui aujourd'hui est au centre de notre déclassement, et la matrice même de notre déclassement, avec une complicité de la classe politique qui nous a jeté dans ses bras, sans aucun... On a reparlé de 2005, on va en reparler, ça a été le grand viol démocratique, et bien finalement, nous, aujourd'hui, nous obtenons ce que la classe politique nous a promis comme trahison. Donc, les situations, les marges de manœuvre sont très faibles, et ça ne peut pas bien finir. Comment penser aujourd'hui que cette situation peut bien finir? Comment penser que Sébastien Lecornu, nommé par Emmanuel Macron, qui a pris un très proche, il faut quand même rappeler à nos auditeurs que Sébastien Lecornu est un très proche d'Emmanuel Macron. Bien sûr, ils le savent. Voilà, ben, je n'en doute pas, et c'est un valet d'Emmanuel Macron, et il n'y a aucun espoir sur la façon d'eux. Mais je serai député de l'opposition, quel que soit le bord politique, et je ne suis pas, et bien heureusement, j'ai envie de vous dire, et je ne m'y hasarderai jamais, mais tout de même, j'aurais pris ça comme un crachat, André. J'aurais pris ça comme un crachat à la démocratie, et on continue dans une espèce de folie, de fuite en avant, une espèce de politique kamikaze d'un Emmanuel Macron qui finalement ne mène qu'une politique de l'Union européenne, une politique de la mondialisation. On a bien vu avec le Mercosur, on a bien vu avec tout ça, ça aurait dû à un moment donné déclencher une tempête parlementaire quand vous avez Ursula von der Leyen très vite là-dessus qui valide avec la Commission européenne le Mercosur, le traité de libre-échange. Bien sûr. Non, mais Nicolas, qui est reçu le lendemain en grande pompe par Emmanuel Macron. Bien sûr, mais Nicolas, tout ça, on le sait. Tout ça, on le dit. Tout ça, on l'entend. Une fois de plus, on va être là, et nous sommes ministre de la parole, donc on parle, et c'est très bien, et c'est notre boulot. Tout à fait. Le problème, et je voudrais finir avec ça, Benjamin Cauchy, vous dites, et vous avez raison, Nicolas, vous dites la marge de manœuvre, en fait, elle est très étroite, mais à un moment donné, on tranche le nœud gordien. On l'a vu, écoutez, on n'aime pas Trump ou Musk ou compagnie, mais on a vu qu'aux États-Unis, on a vu que les choses, encore une fois, on peut le déplorer, c'est pour ceux qui détestent Trump, c'est terrifiant, pour les autres, c'est formidable, mais on a vu que quand peut arriver au pouvoir des gens qui disent, qui ont le courage, ou qui ont en tout cas la popularité, de braver l'impopularité, d'y aller, c'est faisable. Et Benjamin Cauchy, en France, est-ce que c'est faisable, ou pour le moment, il faut attendre, laisser venir? Je ne dis pas attendre le pire, pas qui pourrait souhaiter le pire, mais on a l'impression que jusqu'aux élections présidentielles de 2027, on a l'impression que rien ne va bouger, ou peut-être des législatives si dissolution il y a. Sinon, on voit que les mouvements, on parle du 10 septembre aujourd'hui, ça va être là, ça va faire ce que ça va faire, et puis après, on comptera effectivement les dégâts, et vous le savez que nous avons tous payé, puisque nous allons tous payer le prix des émeutes et des dégâts. C'est pas tous les contribuables, et pas seulement ceux qui cassent. La question c'est que va-t-il se passer le 11 septembre finalement? Que va-t-il se passer demain matin? Demain matin, on va compter le nombre d'abribus, de vitrines cassées, de poubelles brûlées. On va savoir que ça va coûter 500, 600, 700 millions d'euros. Et d'ailleurs, juste un petit point, vous savez, vous le savez peut-être pas, mais en tout cas, je suis courtier, et lorsqu'il faut que j'annonce à mes clients qu'à partir de l'année prochaine, ils vont payer 5% de plus pour cotiser un fonds émeute, puisque l'État n'est plus en capacité d'assurer la sécurité des Français, et que du coup c'est chaque détenteur d'un contrat d'assurance qui va devoir s'acquitter d'une quote-part pour réparer les dégâts de ceux qui cassent dans la rue. Bref, l'État, à défaut de pouvoir sécuriser, se détache et finalement délègue aux citoyens, une fois encore, cette capacité à pouvoir réparer les dégâts. Encore une fois, pour moi, le régime parlementaire a toutes ses raisons d'exister, et jusqu'à présent il a fait force de preuves, de bon fonctionnement, mais il faut d'autres respirations démocratiques que celles que de choisir des hommes et des femmes. Et celle que vous avez évoquée. Pour moi, c'est la seule option. En attendant 2027, et encore, vous avez un postulat dans votre question qui est celle de considérer que l'élection présidentielle sera en 2027. Les paris sont ouverts. On n'en sait rien, on verra qui s'accroche à qui. Mais je vais vous dire, Nicolas Vidal et Benjamin Cauchy, vous avez tous les deux mis la lumière sur quelque chose de fondamental. Et c'est là, et vous venez de le dire par rapport à votre métier de courtier, Benjamin Cauchy. Mais dites-moi, si l'État n'est pas là pour protéger les citoyens, où est sa légitimité ?
l'un des devoirs fondamentaux régaliens de l'État, c'est pour ça qu'il a le monopole de la violence légitime, légale, etc., c'est de protéger les citoyens. S'il avoue, et il vient de l'avouer en faisant cette réforme, en disant oui, vous allez payer tous pour les émeutes. Attendez, alors si vous n'êtes pas là pour nous protéger, on fait quoi ? On se protège nous-mêmes. Est-ce que ça va être ça ? Je ne le souhaite pas. Mais je crois qu'on est devant quelque chose qui est vraiment, vraiment grave. C'est que jusqu'où on va aller dans ce divorce, dans cette sécession, dans cette séparation entre effectivement l'État et les citoyens. Je crois qu'on y est quelque part. En tout cas, merci Benjamin Cauchy, merci Nicolas Vidal pour votre lucidité et merci on se beaucoup. retrouve bientôt. Au revoir. À bientôt, merci. Bon. Si vous êtes témoin, victime ou acteur de ces manifestations, n'importe où en France, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 ou à nous envoyer un SMS au 7 20 18 avec le mot Berkoff, 7 20 18. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. On en parlait hier, André, l'opération tricolore qui consiste à déployer massivement le drapeau national. Hier, c'est un député qui a pavoisé la fenêtre de son bureau à l'Assemblée et très rapidement, les services de sécurité lui ont demandé de le retirer. Et vous le recevez aujourd'hui, André. Mathias Renaud, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes député RN de la 3e circonscription de la Somme et vous avez quand même fait quelque chose de terrifiant, enfin Mathias Renaud. Comment ? Vous déployez un drapeau français à la fenêtre, je crois, de votre bureau de l'Assemblée nationale. Mais c'est un geste sulfureux. Mais enfin, c'est un geste pratiquement séditieux. Oui, c'est un acte de rébellion ultime. Non, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement banal. Ouais. Le mouvement Opération Tricolore, donc c'est une idée qui a tourné un peu cet été, qui commence à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux depuis une dizaine de jours, que j'ai relayé par ailleurs, enfin comme d'autres sur les réseaux. Et effectivement, j'ai fait ça assez naturellement à la fenêtre de mon bureau. Et c'est vrai qu'au bout de 2 petites heures, j'ai des agents de l'Assemblée nationale qui sont venus me voir en me disant écoutez, on est désolé, et je leur en veux pas personnellement, hein, non, bien sûr, mais c'est des agents de sécurité qui sont venus vous voir, c'est juste pour comprendre. Non, c'est les agents, enfin c'est les agents du bâtiment, voilà. D'accord. J'ai mes bureaux, quoi. D'accord. Qui m'ont dit écoutez, on a eu un ordre de la hiérarchie, ils m'ont pas dit qui, donc me demandant de retirer le drapeau, et que si je le faisais pas moi-même, donc ils le feraient eux-mêmes parce qu'ils avaient reçu l'ordre. Donc après j'ai retiré dans un premier temps, j'ai demandé sur quel texte ça pouvait s'appuyer, parce qu'il y avait un texte qui interdisait à un député de pouvoir pavoiser à la fenêtre de son bureau. S'en est suivi une mini réunion de crise des services de l'Assemblée qui commençaient à voir que mon cas commençait à être relayé sur les réseaux. Et donc finalement, contre-ordre, excuse, et finalement, monsieur le député, vous avez le droit de pavoiser à votre fenêtre. Voilà. Non, mais c'est quand même, non, ce qui est hallucinant dans cette histoire, et c'est pour ça que je voulais vous avoir, et merci d'être là, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que l'acte, non mais, que ce soit vous, député, ou n'importe qui, on n'oblige personne à pavoiser. Personne, et il n'est pas question d'obliger qui que ce soit. Mais que poser un drapeau français sur son balcon, à sa fenêtre, dans son jardin ou ailleurs, devient un acte répréhensible, ou en tout cas supposé être répréhensible. Est-ce que, d'ailleurs, une question, vous êtes le seul député jusqu'ici, à votre connaissance, à avoir pavoisé ? Alors, pavoiser au balcon du bureau de l'Assemblée, oui, pour l'instant. Effectivement, si les collègues veulent faire de même, ce serait peut-être pas mal. Non, mais effectivement, ce qui est un peu héroïsant là-dedans, c'est le réflexe premier, quoi, où on se pose la question, et on se dit, non, c'est peut-être sulfureux, c'est peut-être interdit. Et d'ailleurs, je note que dans les réactions que j'ai pu voir, il y a des gens qui pavoisent là ces derniers temps, et il y en a un certain nombre qui ont dit, mais mon syndicat de copropriété m'a demandé de le retirer. Ah ouais, intéressant aussi. Pas mal ça. Ça va pas de soi partout. Ouais. Alors dans des entreprises ou dans des administrations, je sais pas trop comment ça pourrait se passer. À
Dans une voiture, je pense que ça pose pas de problème. Non, mais ce qui est extraordinaire chez soi, dans son terrain, à son bureau, mettons, etc. Mais ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, je demande aux auditeurs, dites-moi si chez vous, si vous avez affiché un drapeau à votre fenêtre, à votre balcon, dans votre jardin, est-ce que, ou quand c'est un immeuble, est-ce que le syndicat de copropriété vous a demandé de le retirer pour aller peut-être trouble, peut-être potentiel à l'ordre public? Non, ce qui est terrible, Mathias Renaud, enfin terrible, ce qui est quand même qui pose question, c'est que dans toute l'Europe aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Irlande, on voit ce qui se passe en Autriche, on voit ce qui se passe en Pologne, on voit ce qui se passe, mais en Angleterre, n'en parlons pas. Vous avez vraiment des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, des gens qui disent bon, on est chez nous, et puis le symbole c'est le drapeau, et c'est pas nouveau, hein, c'est pas que ce soit de droite ou de gauche, ça a toujours été une dimension. Voilà, on se demande effectivement qu'est-ce qui préside à cela, quoi. C'est le symbole, effectivement, c'est un symbole de fierté, un symbole patriotique. En Grande-Bretagne, c'est aussi corrélé, il faut pas se mentir, à un mouvement anti-immigration qui s'est développé et qui a obligé le gouvernement britannique à réagir. Alors maintenant, en France, il y a peut-être ça aussi un peu particulier, c'est qu'on a un contexte politique. C'est vrai que l'émergence de ce mouvement, ça s'approche aussi du 10 septembre, là on y est, et quelque part, on a bien senti aussi ces derniers jours que il y avait une certaine couleur politique à l'extrême gauche qui pouvait récupérer ce mouvement du 10 septembre. On voit d'ailleurs les images qui commencent à apparaître sur les chaînes d'infos en continu de Black Bloc, de violence, enfin bref, une frange qui n'est pas représentative. On voit bien que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui est en train de défiler aujourd'hui dans le 17 septembre, surtout dans les grandes villes. Et c'est vrai que le fait de pouvoir pavoiser, ça peut aussi être un moyen d'expression pour des gens qui ne se reconnaissent pas et qui se disent mais non, j'aurais aimé défiler le 10 septembre, mais quelque part c'est pas monsieur, madame, tout le monde, je me reconnais pas dans ces gens-là, de pouvoir le faire de manière pacifique. Merci Mathias Renaud. Je rappelle, vous êtes député RN de la 3e circonscription de la Somme. Voilà, écoutez, vous nous direz, voilà, opération tricolore, est-ce que on suit, on ne suit pas, à chacun de faire très librement son choix. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est à 12h14. André Berkoff. Donc n'hésitez pas à réagir au 0826 300 300 comme René qu'on accueille qui nous appelle de Canet-en-Roussillon. Bonjour René. Bonjour, au plaisir et merci à André Berkoff pour toutes ces émissions que je suis assidûment. Merci René. Alors dites-moi, vous réagissez à, je crois, à l'opération tricolore, en tout cas à ce qui s'est passé avec ce député qui avait eu l'heure de mettre son drapeau. Alors qu'en pensez-vous? Quel est votre... Moi j'en pense que effectivement, moi, mon grand-père... marin sur le Richelieu pendant la guerre de 45, était fier d'exposer son drapeau le 14 juillet devant sa maison. Moi, après, j'ai fait ceci de même chez moi. J'avais affiché un drapeau français lors du 14 juillet sur mon platane mûrier et bon, j'ai eu des échos, certains voisins, cela les a choqués et m'ont catalogué d'être du Rassemblement National. Alors parce que ça les a choqués. Ça les a choqués. Vous mettiez un drapeau français. J'affiche le drapeau français autant que le drapeau catalan. Oui, très bien. Voilà. Alors voilà, c'est pour ça que je voulais le signaler que nous sommes des Français, des vrais Français. Moi, je suis un Catalan pur sang et j'affiche les deux drapeaux. Comme font les Américains. Les Américains, moi je me suis allé en Amérique, mais dès que le drapeau est hissé, mais les gens ils se mettent presque au garde à vous devant le drapeau. Ils sont fiers d'être ceux qui sont. C'est fabuleux ça. Il faut défendre notre nation. Bien sûr. Je trouve que vous avez non seulement vous avez tout à fait raison, mais je dois dire personnellement, je trouve hallucinant, enfin vraiment extrêmement, je sais pas, je vais pas qualifier, je veux pas être méchant, qu'on soit choqué de voir un drapeau français hissé en France. Je sais pas, ça me semble un peu bizarre. Mais voilà, chacun ses goûts ou ses dégoûts, hein. Prenez. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
À quelques bureaux de celui de Mathias Renaud que vous venez de recevoir épinglé pour son patriotisme, une autre députée tenait hier une interview sur une plateforme d'ultra-gauche, on va le dire comme ça, après le glouglou d'Ercilia Soudet. Vous devriez le refaire parce que vous le faisiez vraiment bien quand même. Ah, Ercilia. Non, mais je vais amener la prochaine fois, nous allons faire l'émission à la cuisine, ouais. Et dans un évier, nous mettrons un petit drapeau et vous ferez Ercilia Soudet, chère Maud. Merci. Bon, donc le naufrage désormais de Sandrine Rousseau. Twitter, je dois le dire. Et plus je vais voir Twitter, et plus je me dis que vraiment je ne comprends pas qu'on y reste, tellement c'est un lieu de racisme décomplexé, de xénophobie, de suprémacisme, et que c'est la honte d'y être. Voilà. Eh ben voilà, Sandrine Rousseau, c'est vrai, elle déteste, elle a raison, Twitter, enfin elle a raison, vous me comprenez, au 3e degré, elle lieu terrible, lieu de racisme, lieu de xénophobie, mais c'est dégueulasse Twitter. Mais rappelez-vous qu'il y a eu un mouvement qui s'appelait Je quitte X, à bas Twitter, et Sandrine Rousseau était l'une des premières à dire, moi je ne ferai plus rien sur Twitter, terminé, je me désabonne de Twitter, vous ne verrez pas un mot de moi dans X. Et la même Sandrine Rousseau, voilà, se réaffiche, se remet sur X et donne ce qu'elle pense. Mais je pense que ça doit être terrible. Imaginez un peu Sandrine Rousseau avec ce qu'elle pense de X et de Twitter. Obligée d'amener ses doigts de rose à taper un tweet sur cette espèce de plateforme ONI, cette espèce de plateforme dégueulasse, ce marigot, ce marécage. Et la voilà obligée, parce qu'il faut bien qu'elle parle, il faut bien qu'elle existe, et obligée de faire ses tweets sur cette espèce d'antre de Satan. Ah là là, que la vie d'une députée dure, vraiment. Quels efforts il faut faire contre soi-même pour parler à ses constituants. Sandrine, on est avec vous et vraiment, on compatit. Elle nous avait manqué. André, rien à voir. Vous sauriez me dire quel est le coût environnemental de votre t-shirt ? Le coût environnemental de mon t-shirt. Alors vraiment, je ne savais même pas qu'il y avait un coût environnemental. Expliquez-moi, Maud. C'est pas bien. Heureusement, le gouvernement va vous aider. Dès le 1er octobre 2025, les consommateurs pourront connaître le coût environnemental des vêtements qu'ils achètent grâce à un affichage inédit. C'est le communiqué de presse. Ce dispositif lancé par Éric Lombard, Agnès Pannier-Runacher, Marc Ferracci, etc. sera donc mis en place le 1er octobre. En fait, ça vous permet simplement d'être conscient de l'impact environnemental qu'a votre t-shirt, votre caleçon, mais c'est-à-dire etc. que quand j'achèterai un vêtement, je saurai... Expliquez-moi. En fait, vous aurez une espèce de QR code qui prend en compte... Qui sera sur mon vêtement ? Alors, pas sur le vêtement, c'est pas imprimé, c'est sur l'étiquette quand même. Oui. Et il prend en compte les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, les atteintes à la biodiversité, la pollution, la durabilité et la réparabilité. C'est-à-dire que je connaîtrai cela et donc je peux l'acheter ou ne pas l'acheter. C'est à ce moment-là. Si vous êtes, si vous êtes choqué par l'impact environnemental de votre vêtement, il faut pas l'acheter, quoi. Alors écoutez-moi bien. J'ai regardé mon t-shirt. Vous avez vu mon t-shirt ? Eh ben, je vais vous dire, je vois que cet environnement est polluant. Eh bien, je vais vous dire, je vais sauver la planète. J'enlève mon t-shirt. Non, il faut le faire. Voilà, j'ai sauvé la planète. Je suis là, j'ai enlevé mon t-shirt et j'ai sauvé la planète. Merci, j'espère que vous serez tous à me remercier et vraiment à féliciter ces gens qui marque la valeur environnementale. C'est magnifique, c'est beau, voilà. J'ai sauvé la planète. Pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, quand même, André Berkoff est torse nu. En tout cas, voilà. Je l'ai fait. Je tiens à vous dire qu'il faut sauver la planète. Donc la prochaine fois, si vous avez quelqu'un qui vous dit ça, enlevez votre t-shirt. C'est très simple. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Alors écoutez, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, quand j'ai reçu un numéro spécial de la revue Sciences Humaines, revue on ne peut plus sérieuse, sur la psychologie de la connerie. Alors je me suis dit, écoutez, psychologie de la connerie, d'abord, où ça a 4000 pages, où c'est pas sérieux. Non, ça n'a pas 4000 pages, mais c'est sérieux. Et je me suis dit, mais attendez, de quoi il parle ? Parce que vous savez très bien que si on faisait des émissions sur la connerie, il faudrait utiliser 8 heures par jour, et ce serait quand même un peu, non pas monotone, mais pas facile. Eh bien voilà, une revue vraiment qui
qui a fait un travail, je dois dire, tout à fait intéressant, même, et on va en discuter, même si je ne suis pas d'accord sur certaines choses, et c'est très bien. Jean-François Marmion, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. 1 heure pour la connerie, nous sommes gâtés. Ah bah écoutez, 1 heure pour la connerie, je vais vous dire, on n'est jamais en peine, comme disait, et d'ailleurs vous l'avez fait, et si je voulais être non pas méchant, mais je dirais ça de vous comme de moi, je disais si Psychologie Magazine fait ça, c'est qu'elle a suivi ce que dit Michel Audiard, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Donc, Sciences Humaines a osé, bravo, je veux dire. Alors non mais sérieusement, plus sérieusement, qu'est-ce qui vous a donné l'idée, comment est venue l'idée de faire un numéro spécial et encore une fois très intéressant et que j'invite à vraiment à lire. Il est en kiosque, à propos, on se le procure où Absolument, il est toujours en kiosque, il est en vente libre. Très bien. Alors en vente libre, heureusement. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de choisir ce thème admirable ? Oh, c'est une vieille histoire, ça remonte à 2017 où j'ai eu envie de faire un livre qui s'appellerait Psychologie de la connerie. Et donc, j'ai fait appel à des dizaines de chercheurs, de psychologues, de philosophes, d'historiens, de linguistes, de politistes, etc. Ouais. Et à partir de 2017, j'ai coordonné plusieurs livres, donc avec des universitaires qui ont accepté de parler de la connerie vu par le trou de leur lorgnette à eux. Ouais. Ça a donné 4 livres, et puis ça, ce hors-série de sciences humaines est une espèce à la fois de best-of des 4 livres, et en même temps, il y a beaucoup d'inédits, parce que la connerie ne cesse de proliférer, ne cesse de se réinventer, et donc on est obligé de la suivre à la trace. Oui, et vraiment, mais c'est très intéressant parce que vous avez pris des biais, et pas seulement des biais cognitifs, comme on dit, pour parler de tout cela. Et alors, franchement, encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, à le regarder, et par exemple, alors, parlons de tout, il y a de tout, vous avez vous-même contribué à un certain nombre mais j'ai vu beaucoup de professeurs américains, Harvard, Massachusetts, Boston et compagnie. Vous avez beaucoup de professeurs étrangers aussi, des Français bien sûr, mais beaucoup d'Américains, j'ai remarqué. Ce sont des spécialistes de la connerie, les Américains. Ce sont les spécialistes de la recherche sur la connerie, en tout cas. Ouais. Alors, connerie, c'est un terme que j'emploie moi, parce que c'est un terme très français qui est très pratique. Ouais. Il recouvre beaucoup de choses différentes. On sait tous ce que ça veut dire en même temps. C'est difficile à définir. Il y a une connotation un peu rentre-dedans, un peu. On se raconte pas d'histoire, c'est pas la bêtise. C'est pas la stupidité, c'est pas la sottise, c'est la connerie. C'est un peu plus. Mais justement, Jean-François Marmion, c'est pas facile. Mais est-ce qu'on pourrait la définir justement, non pas en opposition, mais par rapport à la bêtise, par rapport à les neuneux, par rapport à tout ça. Parce que c'est vrai que les cons, d'ailleurs, on a bien vu tous les dialoguistes, tous les gens qui parlent de cela, c'est quelque chose de spécifique, disons. Alors. Il y a toutes sortes de catégories de cons possibles. Il y a une catégorie, par exemple, une différence qu'on retrouve depuis très très longtemps, depuis la philosophie grecque, entre les bêtes, ceux qui sont plutôt bêtes et ceux qui sont plutôt sots. C'est pas tout à fait la même chose. Ceux qui sont bêtes, c'est ceux qui sont pas suffisamment futés pour réfléchir, et ceux qui sont sots, c'est ceux qui sont intelligents mais qui utilisent mal leur intelligence. D'accord. Qui virent dans le pédantisme, par exemple, ou qui virent dans la revendication agressive d'une théorie ou de croyances politiques, religieuses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment. Donc ça veut dire que la connerie ne serait pas l'inverse de l'intelligence, puisqu'il y a des gens très intelligents et très cons à la fois. Pour moi, c'est plutôt l'inverse de la sagesse. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors justement, vous montez très loin, vous dites que ça fait 300 000 ans, l'homo sapiens, il était déjà con. Comment, là, expliquez-nous. Qu'est-ce que c'était que la connerie? Qu'est-ce que veut dire la connerie du temps de l'homo sapiens? L'évolution, disons, naturelle, le darwinisme de la connerie. Alors, nos ancêtres ont été sélectionnés au fil de l'évolution pour avoir disons que nos ancêtres qui ont été sélectionnés au fil de l'évolution avaient des cerveaux qui étaient favorables à leur survie, par définition. Et les cerveaux favorables à la survie, c'est les cerveaux qui font le boulot, mais pas trop, qui font pas de zèle. Nos cerveaux sont paramétrés pour réfléchir le moins possible. Et comment on fait pour réfléchir le moins possible? Eh bien, on a des certitudes. Moi, je suis comme ça et pas autrement. Moi, on ne me trouvera jamais en train de penser ceci ou cela. On a aussi ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire des raccourcis de la pensée.
on réfléchit à la louche, tout en étant persuadé qu'on a fait le boulot, qu'on a vraiment très très bien réfléchi et qu'on est irréprochable. Donc, c'est notre mode par défaut. Mais de temps en temps, ça marche pas. De temps en temps, quand même, ça bug. On s'aperçoit que, tiens, j'ai pensé une connerie, ou j'ai fait une connerie, ou j'ai dit une connerie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème qui se pose à moi, mon cerveau bascule en mode résolution de problème. Là, il se met à réfléchir. Là, on réfléchit. On réfléchit beaucoup, mais pas forcément longtemps. Parce que très vite, ça fait mal à la tête. Ça épuise nos réserves de sucre. Donc, vous voyez, c'est un peu comme, moi je dis toujours, c'est un peu comme un vélo. Sur le plat, quand il n'y a pas d'obstacle, on pédale sans y penser. Bon, ben voilà, c'est on ne réfléchit pas trop. Tout va bien. Tout à coup, ça devient dur. Il y a une pente, on escalade. On espère que ça va pas durer trop longtemps et on peine. C'est là où on réfléchit vraiment. Et c'est pas parce qu'on réfléchit vraiment qu'on va trouver la bonne solution au problème qui se pose. Mais au moins, on prend la peine de réfléchir. Ce qui est extraordinaire, je sais que mon ami Françoise Canetti m'a dit, attendez, Jean-François Marmion, on ne veut pas parler de politique actuelle, on est d'accord, mais quand vous dites ce que votre définition, effectivement, c'est tellement d'actualité, on connaît tellement de gens qui sont emmurés dans leurs certitudes, quels qu'ils soient, qui sont emmurés dans leurs convictions, et qui disent, et encore, ça va très loin, est-ce que ce n'est pas, dites-moi encore une fois, on ne nommera personne et on ne parlera de personne, mais est-ce que ce n'est pas un signe de connerie, Jean-François Marmion, quand il dit moi j'ai la vérité, je sais, et si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes vous-même soit un con, soit un sulfureux, soit un traître. Est-ce que c'est pas ça un signe de connerie déjà? Alors, une définition classique de la connerie, c'est la persistance dans l'erreur. C'est pas se tromper, ça va arriver à tout le monde de se tromper, c'est refuser de reconnaître qu'on s'est trompé, persister dedans de façon absolument agressive. Et on préfère que le monde entier se trompe plutôt que nous. Il y a 8 milliards d'imbéciles, mais pas nous. La réalité même est une conne, mais pas nous. Oui, bon, c'est ça prédispose à la connerie. En même temps, on est tous un petit peu comme ça. On a tous des choses sur lesquelles on ne veut pas transiger. C'est pas forcément dans le domaine politique. Oui, mais partout. Voilà, il y a des choses qui nous définissent. On rigole pas avec ça. C'est le noyau dur de notre personnalité. Mais ce que vous dites, c'est que j'ai mon narratif et c'est ça qui compte. C'est pas le réel qui compte, c'est mon narratif à moi qui compte, quelque part. Oui, c'est ça. Les choses sont telles que je les ai décidées. C'est ça. Et alors justement, c'est très intéressant parce que vous avez eu énormément de contributions et des contributions très intéressantes. Et il y a quand même, alors je vais pas tout citer, il faudrait quelques heures. Et encore une fois, j'invite vraiment nos auditeurs à aller se procurer ce numéro spécial de Sciences humaines, psychologie de la connerie. Moi aussi, je les invite. Mais je comprends. Ça c'est votre vocation. Moi, c'est mon intention. Et vous dites. Alors ça, je voudrais que vous expliquiez un peu, c'est pas un article de vous, mais pourquoi, alors un article intitulé, j'ai beaucoup aimé, pourquoi l'intelligence n'a jamais empêché d'être con? Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens très intelligents, parce qu'ils sont suffisamment intelligents pour faire des études, pour décrocher des diplômes prestigieux, pour conquérir le pouvoir, pour animer des émissions de radio, pour diriger des bureaux de sciences humaines, mais ça n'empêche pas que c'est des êtres humains. Donc, parfois on se trompe de bonne foi, bon ça va, parfois on se trompe de mauvaise foi, la mauvaise foi finit par devenir notre bonne conscience en quelque sorte. Ouais. On est tous suffisamment intelligents pour faire des belles choses de notre vie, mais on est tous suffisamment cons pour les saboter, pour les gâcher. On est tous, on vit peut-être l'âge d'or de l'humanité technologiquement. Jamais on a été aussi avancé sur le plan scientifique, sur le plan médical, sur le plan technologique, sur le plan de la communication. Tout à fait. C'est tout à fait ahurissant. C'est un truc que moi, j'aurais jamais soupçonné quand j'étais petit. Quand j'étais petit, il y avait des journaux sur ce qui se passera dans l'an 2000. Les journaux sont tous plantés. Ça n'a strictement rien à voir, mais c'est un truc que même les écrivains de science-fiction ne soupçonnaient pas. Les réseaux sociaux, Internet, un vaccin après en 1 an, enfin, c'est des trucs qu'on ne soupçonnait pas du tout, qu'on n'imaginait pas possible. Donc, théoriquement, tous les paramètres sont réunis pour qu'on soit tous heureux, pour qu'on soit tous en contact les uns avec les autres, qu'on prenne le temps de s'écouter. On a toutes les théories philosophiques à notre portée, toutes les œuvres d'art à notre portée, à portée de doigt, et on trouve le moyen de se foutre sur la gueule. Voilà, on trouve le moyen de se détester, de gâcher tout ça. Et il y a une notion de gâchis dans la connerie. Même quand on est intelligent, on trouve le moyen de saboter sa propre vie ou de saboter des relations auxquelles on tient par-dessus tout. Combien d'entre nous, tous, on a gâché une histoire d'amour à laquelle on tenait, on a gâché une histoire d'amitié à laquelle on tenait, on n'est plus en contact avec des gens qui nous étaient très chers. Il y a une part de connerie, on a toujours une part de responsabilité là-dedans. Même quand on est intelligent, bien intentionné, et finit par nous prendre par derrière, nous donner un bon coup de matraque et nous faire le coup du père François, et on se dit, c'est moi qui ai été aussi con. C'est ça qui est troublant. La connerie chez les autres, bon, il n'y a pas de problème, on a tous un radar pour la repérer, pour imaginer qu'on la repère.
La connerie en nous, c'est plus difficile. Et quand on s'aperçoit qu'on a été con soi-même, qu'on a fait du mal à des gens qu'on aime, on se dit mais quel con, c'est moi qui ai fait ça. C'est la véritable énigme de la connerie. Alors justement, Jean-François Marmion, mais là, est-ce que il y a quelque chose qui n'apparaît pas, personnellement, je trouve, ce que vous dites, oui, alors les avancées technologiques et tout ça, et vous dites, mais pourquoi, effectivement, oui, on trouve un vaccin en une année, mais on sait très très bien qu'il y a des problèmes, on parle du climat, mais on sait très très bien aussi qu'il y a des interrogations, des nuances, mais est-ce que vous n'avez pas introduit, je trouve que c'est la seule chose qui manque, pour moi, le bémol dans votre excellente recension, c'est qu'il y a des sales cons. Il y a des bons cons et il y a des sales cons. Je veux dire par là qu'ils travaillent pas du tout parce que ils gâchent, ils ont absolument, et dans tous les domaines, je parle pas seulement en politique, ils ont sciemment décidé de faire, pour des raisons d'intérêt, pour des raisons de fric, etc., telle ou telle invention, etc., qui gâche tout, vous le savez. Oui. Mais d'ailleurs, il en est question dans leur série, et surtout dans les livres que j'ai coordonnés, oui. Une autre classification possible des cons, c'est les grands cons. Les sales cons, les petits cons, les vieux cons, les jeunes cons, les gros cons, etc. Bon, les sales cons, alors il y a vraiment je dis pas ça à la louche, il y a vraiment des recherches là-dessus. Les sales cons, qu'on appelle aussi les connards et que les Américains appellent les assholes. Assholes, oui, les trous du cul, il faut le dire. Voilà. Donc ces gens-là, il y a vraiment des recherches dessus. C'est des gens qui se croient au-dessus des autres, qui sont persuadés qu'ils ont droit à toutes sortes d'égards, qu'ils ont tout compris, que les autres sont des cons, et que les autres sont des pions, les autres sont des paillassons, les autres sont des souffres-douleurs, les autres sont inférieurs. Ça, c'est les connards et les sales cons. Et on en trouve beaucoup, dans tous les milieux. Dans tous les milieux. C'est seulement réservé aux politiques, aux militaires, aux industriels. Pas du tout. Pas du tout. Il suffit d'avoir un tout petit peu de pouvoir, on peut se transformer en sale con. C'est ça. Même si on est deux, il peut y avoir un sale con sur les deux, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est la question de l'hybris, comme on dit, etc., du sentiment. Et c'est vrai, c'est un secteur de la connerie, tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, justement, quand on parle, vous avez interrogé des anthropologues, des sociologues, des philosophes, bien sûr, des linguistes, etc., vous l'avez dit. Et j'ai beaucoup aimé, je prends encore une fois au hasard et en vrac, parce que c'est très riche, ce que vous avez fait, enfin, ce hors-série. Cette journaliste qui vous parle du développement personnel. J'aimerais que vous en parliez un peu. Elle dit oui, moi vous savez comment on se développe, comment on arrive, comment on s'épanouit. Après elle dit mais ça m'a servi à rien, c'était une connerie totale. Oui, alors elle s'appelle Marianne Power. Elle avait décidé de tester le développement personnel et puis d'en rendre compte sur un blog et dans un livre. Donc elle a testé à chaque fois des différentes techniques de développement personnel dans l'optique de s'améliorer. C'est bien ce que ça veut dire, développement personnel. On se développe soi-même. Ouais. Et quand on est suffisamment développé, donc quand on est déjà moins con, on peut trouver le bonheur. Alors elle dit pas du tout. En fait, elle a trouvé le malheur à essayer d'être meilleure. Et c'est un argument qui peut s'entendre. Si je veux me développer personnellement, c'est que je suis pas bien comme je suis. Ouais. Par définition. Et chaque fois que je veux m'améliorer, je me rappelle en toile de fond que je suis pas très bien, je suis nul, je suis pas digne d'être aimé, je suis un imposteur, je suis nanana. Mais le jour où je serai Superman, alors là, les gens pourront m'aimer, ils auront une bonne raison de le faire. Ouais, c'est frappant. Le bonheur fonctionne en sens inverse, en fait. C'est pas en acquérant de nouvelles choses pour s'améliorer qu'on devient heureux. C'est en se débarrassant de mauvaises habitudes ou de mauvaises relations. C'est pas pareil. Tout à fait. On va continuer à en parler, beaucoup de choses à dire après cette petite pause avec Jean-François Marmion. Je rappelle, psychologie de la connerie. Eh ben, je vais vous dire, ça nous instruit. Voilà, on est toujours le con de quelqu'un, donc vive l'instruction. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Souk.com. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et la connerie sous toutes ses coutures, mais oui, ça méritait effectivement un numéro spécial. Sciences humaines l'a fait. Psychologie de la connerie, et d'ailleurs vieille souche et nouveau variant. Vous voyez voir, la connerie c'est comme le virus, c'est formidable, c'est la mutation, ça mute à un quart d'heure, tous les quarts d'heure, c'est très intéressant. Alors, Jean-François Marmion, vous avez écrit vous-même plusieurs articles, plusieurs chroniques, et notamment un qui pourrait, mais en le lisant, on voit que c'est pas ça, qui pourrait vous faire traiter de misogyne et de patriarche blanc oppresseur.
mais en fait, c'est pas ça. Mais moi, la question que je me suis posée quand j'ai lu, vous dites la bêtise a-t-elle un sexe? Alors, je vous pose la question de façon, est-ce qu'il y a plus de connes que de cons, ou plus de cons que de connes? Écoutez, on va mettre, c'est comme l'école des femmes autrefois, tout le monde a gagné. Hein. Les femmes et les hommes sont aussi cons et connes les uns que les autres. Il y a aucun problème. Notre cerveau fonctionne de la même façon. On est sujet aux mêmes raccourcis de la pensée, aux mêmes soumissions, aux stéréotypes, tout ce que vous voulez. On a les mêmes comportements aberrants quand on est en groupe, des comportements qu'on n'aurait pas forcément tout seul. Tout ça, c'est vérifié. En revanche, ce qui varie entre les hommes et les femmes, c'est l'expression tolérée de la connerie. Disons que il est plus habituel de voir un homme exprimer sa violence, par exemple. On dit, bah ouais, c'est un mec, il est pas content, il faut pas le chercher, il tape du poing sur la table. Tandis qu'une femme, elle est censée être plus dans le dialogue, l'introspection, le recul, l'observation, etc. Et ça, c'est vraiment des choses auxquelles on est poussé à se plier dès notre éducation, dès la maternelle. Alors évidemment, il faut essayer d'être conscient de ces choses-là. Il n'y a pas de raison, une femme doit pouvoir taper du poing sur la table et un homme doit pouvoir réfléchir, enfin quoi. Oui, mais attendez, Jean-François Marmion, aujourd'hui, quand on voit la télévision, encore une fois, on voit un certain nombre de femmes, je dis des femmes politiques, mais pas seulement, mais parce que c'est elles qui passent le plus devant la télévision. Dites-moi, elles sont pas dans le dialogue, elles tapent du poing sur la table, elles hurlent, elles sont pas contentes, elles coupent la parole, etc. Hein, ça y va. Ouais. Oui, mais là, c'est leur métier. C'est leur métier. Dans la rue, c'est autre chose. Ouais. Dans les familles, c'est autre chose. On n'est pas encore délivré de ces choses-là partout, hein, et surtout pas. C'est l'expression, vous voulez dire l'expression. Ouais. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est culturel. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de naturel dans la connerie. On est tous, on est tous paramétrés pour réfléchir très vite ou croire qu'on a réfléchi très vite. En même temps, on n'est pas tout seul. L'être humain est un animal social. Un être humain qui est absolument solitaire, ça n'existe pas. Il n'y en a aucun sur la planète. Forcément, il va penser à des gens qu'il a connus, même s'il décide d'être ermite. Bien sûr. Il va penser aux gens qu'il a connus. Il va penser aux gens qui vivent hors de son horizon. Il va penser à Dieu, peut-être. Enfin, un être humain seul, ça n'existe pas. Ouais. On se construit avec les autres, on est con avec les autres. Et donc, c'est le mode d'expression qui change. Donc, c'est le mode d'expression qui change entre un homme et une femme. Culturellement, etc. Oui, absolument. Oui. Toutes les recherches le disent, en tout cas, oui. Et alors, donc, je continue. Nous effeuillons la marguerite de la connerie universelle et humaine. D'ailleurs, quand même une question. La connerie est-elle une science humaine? Est-ce qu'on pourra faire un département de connologie à Harvard ou à la Sorbonne ou ailleurs? Alors, ça n'est pas une science humaine. Ça pourrait le devenir, pourquoi pas. Ben oui. Mais je le redoute. Je redoute qu'il y ait des gens spécialisés dans l'étude de la connerie à l'université parce que ils vont pas être d'accord entre eux et ils vont passer pour des cons. Ils vont dire non, moi je te dis que la connerie c'est ça, mes recherches montrent que... Ah non, moi mes recherches montrent que... Bon, ils vont se taper dessus. Eh ben, on va découvrir ce qu'ils sont vraiment. Et ils vont découvrir que c'est des cons, on va découvrir que c'est des cons comme les autres, quoi, même s'ils font des efforts pour essayer de comprendre. C'est déjà ça. Ouais. Alors, justement, là, détaillons un peu, parce qu'il y a vraiment des contributions tout à fait remarquables, mais ça m'a beaucoup amusé, la contribution d'un Américain, j'ai pas noté son nom, mais vous connaissez mieux que moi, la asshole theory, la théorie du trou du cul. Alors, c'est quoi cette asshole theory? C'est Aaron James, c'est un professeur de philosophie à l'Université de Californie, hein, c'est pas le premier venu. Et donc, lui, il a fait une théorie des connards ou des sales cons en français. Justement, il explique ce dont je vous faisais part tout à l'heure, c'est-à-dire que le connard s'arroge des prérogatives, il a décidé qu'il était supérieur à tout le monde, et il est odieux, et il peut être dangereux, il peut pousser les gens au suicide, involontairement ou pas. Mais vraiment, c'est là où on accède au côté obscur de la connerie, vous voyez. La connerie, on croit qu'on va bien rigoler en étudiant ça, mais c'est assez anxiogène très vite. Parce qu'on se rend compte que ça fait du mal aux gens, que ça nous fait du mal à nous-mêmes, qu'on fait du mal aux gens à cause de ça, et que ça nous pourrit la vie, quoi. Et on a beau en être conscient, c'est difficile de s'en détacher. Et voilà, donc la théorie des connards, c'est pourquoi il y a autant de gens qui ont du succès en étant odieux, en étant quasiment des monstres. Vraie question. Et chez eux, pour qu'on les laisse faire. Vaste programme. C'est très vrai, vaste programme. Et d'ailleurs, et justement, vous donnez quand même des armes, enfin des armes, vous ne les donnez pas parce que vous les décryptez.
Alors moi, c'est très intéressant parce que ça peut intéresser des générations de gens, que ce soit l'entreprise, la politique ou ailleurs. Hein. Comment fabriquer un con? Parce que c'est un vrai sujet, ça. Est-ce que vous êtes un peu rousseauiste? L'homme naît merveilleusement bien et on fabrique, et en fait il devient con. Est-ce que c'est Rousseau? Est-ce que c'est Voltaire? On est quoi là? Est-ce qu'on fabrique un con vraiment? Alors, disons que le con se fabrique tout seul, hein, il sort de son moule tout seul, il n'y a pas de problème. Mais après, on peut le façonner, on peut aggraver sa connerie ou l'améliorer. Ça s'appelle l'éducation après. Hein. Si on ne peut pas laisser faire un enfant, et puis imagine une expérience, on prend un enfant, on lui dit, bon, bah, je ne t'enseigne rien, je vais voir si tu es con spontanément. C'est débile, ça n'a aucun sens. Ouais. Donc, on est tous avec un cerveau, encore une fois, paramétré pour qu'on vive le plus longtemps possible. C'est une machine à assurer notre survie. Et pour assurer notre survie, on réfléchit pas trop. Voilà, c'est la clé. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on est condamné à être con. On peut repérer le phénomène, essayer de ne pas juger les gens trop vite. Voilà, c'est tout. Faire preuve de prudence, faire preuve de doute à l'égard de soi-même. On limite considérablement les dégâts, mais c'est pas facile. Parfois, il faut toute une vie pour ça et tout le monde n'y arrive pas. Et est-ce qu'on peut guérir de sa connerie? Alors, la connerie évolue au fil du temps. On n'est pas con de la même façon à 20 ans qu'à 80, même si on peut retomber un peu en enfance, c'est pas la même chose quand même. Il y a une phrase qui a été attribuée à plein de gens, par exemple, c'est « si t'es pas de gauche à 20 ans, c'est que t'as pas de cœur, si t'es pas de droite à 40, c'est que t'as pas de tête. » C'est bien signe que la connerie peut évoluer entre 20 et 40 ans. Je dis pas qu'elle est à droite, je dis pas qu'elle est à gauche. Non, elle bien est sûr. partout. Mais évidemment, quand on évolue, on n'est pas le même con à 15 ans ou un demi-siècle plus tard. C'est pas les mêmes choses qui nous rendent agressifs, c'est pas les mêmes choses qui nous rendent anormalement passionnés jusqu'à l'aveuglement. On n'a pas la même vision de soi, peut-être qu'on doute un peu plus de soi aussi, peut-être qu'on a pris du recul, peut-être que tout simplement notre connerie nous a fait souffrir. Avec le temps, on prend conscience de ce qu'on a raté à cause d'elle. Donc on se dit, ok, on m'aura pas deux fois, je serai peut-être con, mais autrement. Donc à défaut de guérir de la connerie, on change de connerie. Ouais. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Et vous pouvez réagir à cette encyclopédie de la connerie 0826 300 300. C'est vraiment très intéressant d'explorer toutes les dimensions de cette connerie. On se retrouve tout de suite avec Jean-François Marmion et Sciences Humaines. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Il ne messied pas qu'à l'heure où nous nous bassinent, mais avec raison, avec l'intelligence artificielle et tout ce qui va se passer, il n'est pas mauvais que certains se penchent sur la connerie naturelle et ses dérivés. C'est ce qu'a fait Jean-François Marmion avec toute une pléiade de professeurs, et attention, et non des moindres. Alors, il y a Jean-François Marmion, on continue un peu, parce que c'est vraiment très intéressant, et là je repose un peu la question quand j'ai lu cette chronique sur post-vérité, fake news et bullshit. Vous savez, donc, et aujourd'hui, à l'heure, effectivement, non seulement des réseaux sociaux, mais de la presse, je dis et je répète, c'est mon avis personnel, qu'il y avait autant de fake news et de bullshit, simplement c'était moins répandu, du temps de la presse, y compris de la presse écrite, qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, sauf que c'est une question de degré, et pour moi, ils n'ont pas de nature. Mais dites-moi... Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Absolument. Très bien, mais écoutez, j'en suis ravi. Alors, non, mais justement... Peut-être. Dans ça, on en sommes tous les deux. C'est vrai. Non, mais alors, post-vérité, fake news et bullshit. Est-ce que ça ne ressort pas plutôt... Justement, on revient de l'intention, sans faire du jansénisme et l'école de Port-Royal. Est-ce que moi, je suis plutôt intelligent? Alors, effectivement, je suis un connard, peut-être, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de répandre les faux narratifs, pour des raisons X et Y, la post-vérité, les fake news et les bullshit. C'est vraiment un signe de sale con, ça, de connard, pour vous? Et pour celui qui a écrit, oui. Je dirais pas forcément, parce que si je me souviens bien, j'ai ouï dire que dès les toutes premières gazettes publiées au XVIIe siècle,
parfois en contrebande. En Hollande, Renaudot et compagnie, oui. Il y avait déjà des fake news dedans. C'est vrai. Ou on peut appeler ça de la post-vérité, c'est-à-dire des gens qui, de façon éhontée, toute honte bue, vous disiez strictement n'importe quoi pour discréditer strictement n'importe qui. C'est vrai. Ça, c'est pas nouveau. Ça a toujours existé. Tiens, j'ai revu il n'y a pas longtemps, il y avait Thomas Jefferson, un des premiers présidents des États-Unis, rédacteur de la Déclaration d'indépendance. C'est pas le premier venu. Il avait payé un journaliste pour dire du mal de ses opposants. Et pour dire n'importe quoi, pour calomnier. Personne n'est tout blanc ou tout noir. Donc voilà, la post-vérité. Alors, la post-vérité, c'est encore un peu différent du mensonge, attention. Hein. Oui. Le mensonge, je me positionne par rapport à la vérité. Je connais la vérité, mais je veux que mon interlocuteur l'ignore. Donc je lui construis un récit sur mesure pour l'embobiner. La post-vérité, c'est je me fous complètement de la vérité. C'est pas tout à fait la même chose. Je sais pas de la proclamer. Je dis ce qui m'arrange à l'instant T. Oui, je comprends. Je me fous complètement des conséquences. Je peux très bien dire l'inverse le lendemain parce que ça m'arrange et parce que je suis au centre de l'attention. Mais c'est pas tout à fait le mensonge. Hein. Ouais. Et je dis n'importe quoi en fonction de l'air du temps et de ce que je crois que les gens ont envie d'entendre. C'est un peu ça. En fonction de ce qui m'arrange. Ou de ce qui m'arrange, oui, c'est ça. Je peux très bien dire le contraire. Le sous-texte de la post-vérité, c'est je peux très bien dire le contraire de ce que j'ai dit à 5 minutes avant et je vous emmerde. C'est ça. Voilà. Et c'est effectivement, et je me sens très bien. Alors, justement, on parlait de l'intelligence artificielle. Parlons-en un peu, justement, vous l'évoquez évidemment, enfin des spécialistes l'évoquent dans votre magazine, dans ce numéro spécial. Au fond, l'intelligence artificielle peut être aussi bête que nous. Oui, mais en même temps, elle est balbutiante. Hein. C'est vrai. On peut absolument pas conjecturer ce qu'elle sera dans 10 ans ou 20 ans. Bien sûr. Voilà. Donc actuellement. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui déjà? Alors, justement. Aujourd'hui, elle est capable du meilleur comme du pire. Dans le domaine médical, elle a l'air très prometteuse. Dans le domaine journalistique, c'est à peu près. Faut vraiment se méfier, quoi, parce que elle hallucine. Hein. Moi, j'ai déjà vu ça. En effet, elle invente des trucs qui sont tout à fait plausibles. Par exemple, moi, j'ai essayé de lui faire écrire un article. Hein. Alors, pas de problème, elle écrit un truc impeccable. Sauf que quand on vérifie les sources, ça n'existe pas. Elle est capable de vous citer des chercheurs qui existent, des universités qui existent, des revues scientifiques qui existent, des thématiques qui existent, mais l'article en question n'existe pas. Elle l'a inventé parce que c'est probable. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ça. Ouais. Et puis, d'autre part, évidemment qu'elle va raconter des conneries. Elle se gêne pas. Hein. Il y en a une qui avait raconté que les vaches pondaient des œufs, par exemple. Ça la dérangeait pas plus que ça. Mais alors, on se dit, mais pourquoi elle raconte des trucs pareils? Et en fait, l'intelligence artificielle va piocher dans nos données, dans les données qui sont accessibles. Bien sûr. C'est nous qui fournissons les données, bien sûr. C'est nous. Elle va piocher dans nos conneries. Parfois, elle synthétise nos conneries. Bien sûr. Oui, mais vous avez tout à fait raison de dire que ça va évoluer et de dire que effectivement ça apporte énormément de choses. On va pas discuter longtemps de cela, mais c'est évident que l'intelligence artificielle est en même temps une révolution comparable à celle de Gutenberg, mais c'est encore autre chose et ce n'est pas, et il faudra la juger en tout cas et voir d'ici 10 ou 15 ans, etc. Voilà. Il faut savoir l'utiliser intelligemment. C'est ça, absolument. Et c'est vrai que sinon on est. Alors. Il y a quand même des attaques, y compris par vous-même, et on en reparlera, qui m'ont un peu, non pas étonné, mais est-ce qu'ils vont pas un peu loin dans le romantisme? Oui, le romantisme, c'est une idée à la con. Pourquoi le romantisme est-il une idée à la con? Mais c'est bien d'être romantique, enfin, Jean-François Marmion. Vous parlez à un grand romantique devant l'Éternel. Je suis très content d'être con, moi, ça, il n'y a pas de problème. Le romantisme dans l'optique de l'article est une connerie dans la mesure où on se raconte justement n'importe quoi, on est dans le déni de réalité vis-à-vis de quelqu'un qui nous attire, et on se construit un conte de fées, on se croit promis à un destin exceptionnel parce que personne n'a jamais aimé comme nous, tout ça. Nous, on va réussir à être un super couple, on va pas devenir naze comme tous les autres. Évidemment que c'est des conneries qu'on se raconte. Parfois,
sur un malentendu, ça peut marcher, comme dit l'autre. Donc parfois, oui, effectivement, parfois on continue de se reclancer, mais très souvent, la réalité nous rattrape et on se dit comment j'ai pu être aussi con, comment j'ai pu aimer ce connard. Ouais. C'est une phrase classique, comment j'ai pu aimer ce connard, quoi. Ouais. Bah oui, mais parce que t'as été romantique, mais c'est pas grave, recommence, le prochain sera peut-être le bon. Exactement. On peut pas renoncer à être con en amour. Hein, mais donc c'est pas le romantisme qui est con. C'est la manière dont on le traite et la manière dont on l'intègre et la manière dont on en fait son miel. C'est nous. Ah, c'est comme souvent prendre son opinion ou son ressenti pour une vérité absolue. Ouais. Voilà, c'est manquer de discernement, de doute, de prudence, mais manquer de prudence en amour, c'est chiant, hein, franchement. Oui, mais vous savez, l'amour n'est pas prudent, l'amour est aveugle, hein, on connaît les proverbes, même si les proverbes, c'est la fiente de l'esprit qui vole, pour paraphraser Victor Hugo et ses calembours. Et justement, par rapport à cela, c'est très intéressant parce que, si j'ai bien compris, parce que le nombre, encore une fois, ça m'a je vous l'ai dit, le nombre d'experts américains qui sont sollicités, en tout cas, ou sélectionnés, et c'est important. Est-ce que ce sont ils ont beaucoup écrit sur la conologie, sur les cons, etc., ou pas plus que les Français ou d'autres? Alors, ils sont vraiment à la pointe pour étudier certains aspects de ce que nous on appelle la connerie, mais eux ils parlent pas de connerie. Eux ils parlent de biais cognitifs, ils parlent de stéréotypes, ou de trop du cul comme Aaron James. Ils sont vraiment spécialisés dans quelque chose. Et c'est moi qui ai pris la liberté de résumer tout ça sous le terme bien commode et bien évocateur et tristement éloquent de connerie. Mais eux ils parlent pas de connerie. Il n'y a pas vraiment l'équivalent en langue anglaise. Ouais, je comprends. Par exemple, j'ai un de mes bouquins qui a été traduit en anglais, c'est devenu Psychology of Stupidity. Et stupidity, pour eux, c'est fort. Alors, traiter quelqu'un de stupide ou d'idiote, c'est fort. Pour nous, c'est anodin, vous êtes stupide, ouais, bon, ça va. Mais est-ce que... Connard, il y a quelque chose de plus agressif là-dedans. Oui, mais alors, est-ce que, je sais pas, j'ai pensé à ça, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ce n'est pas l'expression de moron? You're a moron. Moron, est-ce que c'est pas le con? Alors, je crois que c'est un peu plus connard, c'est un peu plus... Ah oui, un peu plus bas du front satisfait, quoi, vous voyez. Il y a plus de nuances dans connerie, hein, la sottise dont on parlait tout à l'heure, les cons intelligents, la connerie sophistiquée, ça il n'y a pas vraiment l'équivalent dans moron ou dans stupide ou idiot. Oui, c'est intéressant parce que, non, c'est bien parce que ça prouve que la France en particulier et l'Europe en général a 50 nuances de cons. De ce point de vue, nous sommes à l'avant-garde, ce qui est toujours une bonne chose d'être à l'avant-garde. Alors, Jean-François Marmion, vous ne vouliez pas parler de politique, mais j'ai remarqué que vous êtes particulièrement sévère. Enfin, sévère, avec des nuances, parce que vous n'êtes pas un con, évidemment, pas complètement. Moi, si, un peu quand même. Un peu quand même, comme nous tous. Quand même que je connaisse mon sujet, quoi. Comme nous tous. Voilà. Mais vous êtes très, très sévère, et je parle sur le strict plan de la connerie, encore une fois, ce n'est pas politique, envers Donald Trump d'un côté et Vladimir Poutine de l'autre. Alors, vous les éreintez, quand même, hein, je veux dire, les connards absolus, etc. Ah oui, mais non. Non. En fait, depuis quelques années que je m'intéresse à la connerie, de façon très systématique, on me parle de Trump. Et surtout les Américains, évidemment, qui en font le prototype du connard, du sale con, du type odieux. Surtout les Américains de New York et de Californie. Mais enfin bon, passons. En même temps, c'est surtout eux qui font des recherches. Donc, voilà. Oui, mais ils sont aussi cons que les autres. Oui, non, mais alors dites-moi, ça m'intéresse de... Oui, allez-y. Alors, donc... Trump se fait abondamment traiter de connard et donc je commence l'article que je lui consacre en disant que c'est un peu court comme explication. C'est un peu trop facile. Donc moi je cherche d'autres explications à sa personnalité. Est-ce que vraiment c'est un connard ou pas? Est-ce qu'on peut dire autre chose de lui? Alors vous savez que par exemple il y a une psychiatre américaine qui s'appelle Ben Daly qui a écrit, qui a un peu comme moi qui a fait travailler des dizaines de spécialistes, mais elle uniquement sur le cas Trump pour essayer de le diagnostiquer. Pour voir si c'est un connard ou pas, si c'est un malade mental, etc. Donc vous voyez que je n'ai pas l'exclusivité du procédé. Non, bien sûr. Mais, Et donc, ce qui en ressort, c'est que Trump, à défaut d'être un connard, a la même personnalité qu'un troll.
Parce qu'il y a des recherches très sérieuses aux États-Unis sur la personnalité des trolls sur Internet. Et où il se trouve qu'il y a des traits de personnalité de Trump qui recouvrent vraiment le trollisme. Ce qu'on appelle la tétrade noire. Il y a 4 éléments. Voilà, la psychopathie, c'est-à-dire l'absence d'empathie, le machiavélisme, le narcissisme, le sadisme. Tout le monde dit ça c'est quand même Trump. Ouais, ok, moi je veux bien. Mais il n'est pas le seul dans ce cas-là. Ça ne suffit pas, oui. Non, je vais vous dire pourquoi moi je réagis comme ça, parce que je ne suis pas du tout un Trumpolard ou un Trumpiste déchaîné, loin de là. Mais ce qui m'amuse, et c'est pour ça que j'ai fait ce truc sur les scientifiques entre guillemets, ces braves gens de la côte ouest et Californie. Jamais ils n'ont fait ça, jamais, sur un cas absolument terrible, c'est même pas de la connerie, sur Biden ou Kamala Harris. Vous ne verrez pas un scientifique, un de vos universitaires sympathiques, jamais ils ne parleront de Biden, qui étaient des cas d'atonie mentale totale. Non, là on ne dit rien. Et ils se déchaînent sur Trump. C'est très intéressant. C'est leur biais cognitif, c'est leur connerie à eux. En même temps, je crois ils l'ont pas vu venir, ils ne comprennent pas, quoi. Pour eux, c'est vraiment une énigme. Ils se demandent comment Trump est possible. Alors que j'ai interrogé, un philosophe, un historien dans un de mes livres qui s'appelle Michael Barrent. Je lui ai carrément posé la question, je lui ai demandé de faire un article sur le thème « Est-ce que Trump est le pire de tous ?» Vraiment. Ouais. Alors, il allait déterrer des histoires de présidents américains qui sont horribles. C'est-à-dire que parmi les anciens présidents américains, il y a eu un violeur, il y a eu des alcooliques notoires, voilà, il y a eu des exhibitionnistes pipi-caca, il y a eu tout ce qu'on veut. Il y a eu des gens très bien, mais il y a eu des gens qui, aujourd'hui, nous horrifieraient peut-être encore plus que Trump. Donc, le fait que Trump nous horrifie ces chercheurs, je crois tout simplement que c'est parce qu'ils l'ont dessus. Voilà. Oui, peut-être une diatribe analogue pour George W. Bush, par exemple. On disait, mais c'est pas possible qu'un type pareil soit président. Ouais. C'est très intéressant parce que, sur un autre plan, mais ce n'est pas le sujet, moi j'ai beaucoup parcouru l'Amérique, et moi j'ai été toujours frappé par, effectivement, je dis pas qu'ils sont bien ou mal, par les différences, mais alors, fondamentales entre côte ouest, côte est, et les universitaires, tu connais, et l'Amérique, j'ai même pas profonde, l'Amérique centrale. Mais alors, je voudrais passer à Poutine. Et Poutine, alors, pour vous, par rapport à Trump, quelle différence dans disons dans la connerie ou le trollisme? Je pense que Poutine est moins souvent analysé parce que il pose moins de questions. Il est perçu comme un dictateur. On se dit en Russie, c'est pas normal. Voilà, c'est l'ordre des choses, c'est cohérent. Trump, à qui on prête des intentions dictatoriales et qui joue de l'idée, en disant oui, les gens aiment bien les dictateurs, tout ça. Aux États-Unis, c'est plus choquant. Donc je pense que c'est pour ça qu'on analyse plus. Ça paraît plus incohérent, vous voyez. Un dictateur en Russie, ok. C'est normal. C'est normal. Un dictateur aux États-Unis, putain, là, il faut essayer de comprendre. Vous voyez, je pense que c'est ça la différence essentielle. Ouais. Surtout que oui, c'est dictateur et dictateur, mais c'est très intéressant. N'oubliez pas 0826 300 300 pour ceux qui veulent intervenir dans cette discussion. Encore une fois, je recommande vraiment cette psychologie de la connerie, parce qu'elle apprend vraiment, elle enseigne beaucoup de choses. Et on va se retrouver avec Jean-François Marmion pour encore un autre dernier quart d'heure, comme disait l'autre. Et c'est parce que la connerie est inépuisable, et c'est pour ça que c'est un sujet riche. Et d'ailleurs, j'ai une proposition à vous faire, pas du tout malhonnête. On en parle tout de suite après cette petite pause. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. André, vous avez une auditrice, Catherine, qui nous appelle de Lyon. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Merci, bonjour, merci de prendre mon appel et puis merci pour vos émissions qui sont formidables. Merci. Je me permets d'intervenir pour rire votre intervenant qui est passionnant avec un sujet extra sur l'éducation des cons. Parce qu'il se trouve que je suis maman de famille nombreuse. Oui. Et moi, il me semble que je peux vous donner un petit mode d'emploi pour fabriquer des cons. Ah, dites. Et c'est comme disait l'intervenant, être con, c'est pas faire des erreurs, c'est juste pas changer d'avis et pas se remettre en question. Donc dites à votre enfant en permanence qu'il a raison quand il a une mauvaise note à l'école, que le prof est méchant, ou que quand quelque chose se passe, c'est de la faute des autres et que lui, il est vraiment adorable et qu'il est le plus parfait de la terre.
Et dites toujours quand il arrive quelque chose de mal dans la vie, que vraiment les autres sont des connards et que vous êtes des traits et qu'ils n'ont rien compris, et vous fabriquez des bons cons. Voilà. Quelle bonne recette, Catherine. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François Marmion? Non seulement je suis d'accord, mais j'ai même écrit un article là-dessus dans leur série, où j'explique que d'après les psys auprès desquels j'ai enquêté, des psys volontairement d'horizons différents, la surprotection, c'est un facteur majeur de conneries. Ne t'inquiète pas, je suis là, le monde est mauvais, mais je vais vivre à ta place, quoi. Je vais tout faire pour toi, et puis ça donne des gens qui sont pas capables de se débrouiller tout seuls, de quitter la maison, des victimes permanentes, quoi. Le monde est méchant, au secours. Alors que quand on leur apprend l'autonomie, ma foi, ils peuvent se débrouiller tout seuls. C'est ça le but de l'éducation, c'est que les enfants puissent se passer des parents. Bien sûr, et qu'il y ait la culture de l'effort et s'opposer en s'opposant. Ça me fait penser, d'ailleurs, votre réaction, Jean-François Marmion, et la réaction de Catherine, c'est, vous savez, les safe spaces dans les campus américains. On leur dit surtout pas de contradiction, mais réunissez-vous dans ces espaces protégés, safe space, et comme ça, on se retrouve entre nous et on cultive sa connerie. Bah oui, alors que le meilleur moyen de lutter contre la connerie, c'est de se remettre en question, donc d'essayer de comprendre des gens qu'on ne comprend pas. Des gens qui comprennent pour des cons, d'ailleurs. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce connard? Il n'est pas du tout comme moi. Bah, va essayer de le comprendre. Va essayer de penser à sa place un petit peu. Et dans ce cas-là, on cesse de juger les gens. On prend acte de leur complexité. Et on se remet un peu en question soi-même. Et il faut oser aller vers des gens qui ne nous ressemblent pas du tout. Ouais. C'est pas toujours facile, c'est pas notre réflexe en tout cas. Oui, c'est vrai, c'est fondamental. Catherine, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce que je voudrais dire un petit mot juste par rapport à, vous savez, l'éducation bienveillante dont on parle et qu'on rêve tous d'avoir. Je pense qu'elle peut mener à la connerie quand à un moment, il n'y a jamais, à un moment, le poing sur la table, le mur, ça suffit, la sanction. C'est-à-dire qu'on veut tout le temps tellement surprotéger notre enfant avec jamais se mettre en colère, que du coup, on en fait, mais un petit con aussi. Voilà, c'est juste un petit ajout. D'accord. D'accord. Merci Catherine. Jean-François Marmion, alors arrivons aussi, alors on a parlé de Trump, de Poutine, et parlons climat, réchauffement climatique, etc. Et vous avez, je crois que c'est George Marshall, qui dit « Sommes-nous trop cons pour sauver le monde ?» Et il prend le parti, et il dit voilà, tous ces gens qui contestent le réchauffement climatique sont tous des cons, et pourquoi ils sont devenus aussi cons? Est-ce que ça m'a paru un peu simpliste là? C'est plus compliqué que ça. Mais oui, non, il dit pas ça de cette façon-là. Et il dit même quelque chose de légèrement différent. Il dit que lorsqu'on nous dit que le réchauffement climatique est en route et qu'on court à la catastrophe, notre cerveau, désolé, j'en viens là, ne comprend pas vraiment. Parce que c'est quelque chose de beaucoup trop abstrait, beaucoup trop lointain pour lui. Le cerveau, il aime bien travailler avec des histoires. Il aime bien qu'on lui raconte une histoire. L'histoire du réchauffement, c'est pas convaincant pour lui, parce que dans une bonne histoire, il y a un méchant, il y a une morale. Là, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas quelqu'un qui a appuyé sur un bouton en disant la planète va se réchauffer. On est tous un peu responsables. Donc, c'est un truc que notre cerveau aime pas. Il a mal à l'être avec ça. C'est complexe. On a du mal à réagir face à la menace parce qu'on a du mal, tout simplement, à la comprendre. Ça fait pas partie de notre quotidien. C'est trop abstrait, trop lointain. Même en temps de canicule, on se dit c'est pas grave, ça va passer. Mais simplement, il y a eu aussi autre chose, mais encore une fois, ça nous entraînerait loin, mais on refera des émissions, Jean-François Marmion. N'oubliez pas que, moi, je me rappelle Henri Sagnier, et c'est pas lui qui est sur France 2, il y a 20-25 ans, même plus que ça, non, beaucoup plus que ça, il disait en l'an 2000, toutes les villes côtières, ou presque, de Californie, et même en France, seront noyées parce que les océans auront haussé de 10-20 cm. Bon, on est en 2025, on a vu ce qui se passe. Donc, je dis ça pas parce qu'il a raison ou tort, mais les gens aussi se posent des questions. On nous a dit tellement de choses qui ne se sont pas passées, et du coup, comme on crie au loup, on se pose des questions. Bien sûr, c'est l'enfant qui crie au loup, puis le jour où le loup arrive vraiment, personne se méfie. Moi, je trouve très bien de s'autoriser à remettre en cause les conclusions des experts sur le réchauffement climatique. Il n'y a pas de problème, on a le droit de réfléchir, on a le droit de se faire sa propre opinion. Bien sûr. Simplement, personnellement, je suis pas un grand scientifique, je suis certainement pas un climatologue. Donc j'ai tendance à me ranger à l'avis des gens que je juge à tort ou à raison plus compétents que moi. Donc moi personnellement, je considère que le réchauffement climatique est une réalité. On a le droit de douter, mais qu'on ait des bons arguments. Absolument, on est bien d'accord. Et en tout cas, ce qu'il ne faut pas douter, c'est que la connerie, et vous l'avez prouvé, est non seulement un motif à réjouissance,
ou inquiétude, mais surtout un excellent sujet d'étude. Je rappelle, sciences humaines, faisons connaissance, c'est le cas de le dire, faisons connaissance, faisons reconnaissance, et dans connaissance, il y a ce qu'il y a. Donc un hors-série, vieille souche et nouveau talent, lisez-le, allez vraiment acquérez-le, lisez-le, parce que voilà, il y a tout. Il y a les recettes, il y a les avertissements, et il y a surtout, n'oubliez pas qu'un con peut en cacher un autre, et un con averti en vaut deux. C'était les proverbes du jour. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.